Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à Al-Oula. Il est tout juste 18h30. C'est l'heure du journal. Nous vous proposons à présent les principaux titres de l'actualité de cette journée. Le programme Al-Husima Manarat Al-Mutawassit, un programme colossal réalisé à près de 95%. Une réunion interministérielle consacrée à l'état d'avancement du plan stratégique de développement de la province a été présidée hier à Rabat par le ministre de l'Intérieur. Les tendances démographiques contrastées entre le Nord et le Sud décryptées lors d'un panel tenu dans le cadre de la 7e édition de la conférence internationale Atlantique Dialogue organisée à Marrakech. Les négociations s'avèrent difficiles à Katowice où se tient la COP24. Ils ont traversé les océans pour plaider la cause climatique. L'un vient des îles Maurice, l'autre une femme des îles Fidji. Leurs pays font partie de ces États insulaires qui paient le plus lourd tribut au dérèglement climatique. Et puis le 9e salon international de l'agroalimentaire se poursuit depuis lundi à Abu Dhabi. Le pavillon Maroc accueille cette année 24 exposants de produits du terroir, des produits qui suscitent l'engouement particulier auprès des visiteurs. Le soutien des petites et moyennes entreprises, une priorité selon le chef du gouvernement qui présidait ce matin une réunion ministérielle autour du programme national relatif à la politique gouvernementale en matière des petites et moyennes entreprises. Le chef du gouvernement a mis en avant la nécessité de donner un fort élan aux PME qui représentent 30% du tissu entrepreneurial marocain. La réunion s'est penchée sur le rôle des PME en matière de création de richesses et d'emplois, outre leur importance pour la classe moyenne et les jeunes entrepreneurs. Et puis, autre souci et priorité gouvernementale, un projet de promotion de voitures vertes. L'évolution vers la mobilité électrique s'opère à la vitesse nécessaire, selon le chef du gouvernement, Saad El Athmani, lors de cette réunion ministérielle consacrée à l'examen du projet. Le débat sur la mobilité électrique intervient dans un cadre général de mise en œuvre de la stratégie nationale de développement durable, adoptée en Conseil des ministres, présidé par Sa Majesté le roi Mohammed VI, a souligné le chef du gouvernement. L'année 2018, une année marquée par une dynamique inédite visant la réalisation des projets inscrits dans le cadre du programme Al-Husima Manarat Al-Mutawassit. Grâce à un suivi méticuleux de l'ensemble des projets de ce programme, la province est aujourd'hui un chantier à ciel ouvert. Cette dynamique a permis de faire avancer les projets de ce programme colossal à près de 95% à fin juin dernier. Une réunion interministérielle consacrée à l'état d'avancement du plan stratégique de développement dans la province a été présidée hier à Rabat par le ministre de l'Intérieur Abdelouafi El-Ftit, Mohamed El-Wahibi et Souad Nachad. Le secteur de l'eau, tous les chantiers le concernant ont été menés à terme. Les projets réalisés ont nécessité un financement de l'ordre de 12 milliards de centimes. Les routes ne sont pas en reste avec un taux d'engagement de 90% sur un total de 71 milliards de centimes. D'autres chantiers sont dans le pipe selon ce département ministériel. Nous avons d'autres projets qui sont liés à Manarat Al-Mutawassit, essentiellement le barrage d'Ouadris qui en avance, qui va coûter 1,3 milliard de dirhams, et également la route de Taz Al-Husima qui a un état d'avancement qui dépasse les 80% et qui va coûter 4 milliards de dirhams. Autre secteur fortement engagé dans le programme Al-Husima Manarat Al-Mutawassit, celui de l'éducation. Le taux des projets mis en œuvre dépasse les 80%, soit un coût de 340 millions de dirhams. On peut citer la réhabilitation des classes de cours, la création de nouveaux établissements scolaires et la disparition pour 2019 des classes satellites dans l'ensemble de la province. 2 instituts de formation professionnelle d'ISTEA qui sont en cours de réalisation et qui vont ouvrir Inch'Allah l'année prochaine. Aujourd'hui, nous avons l'ENSA et la FST et on va acquérir un terrain de 50 hectares pour construire une ENCG, une faculté polydisciplinaire et une cité universitaire. La jeunesse et les sports, un secteur également au cœur du programme stratégique d'Al-Husseima. La tutelle annonce un taux de réalisation de 100% de l'ensemble des projets programmés en 2018 et dans les délais. Il convient maintenant de passer à l'étape de mise en service pour que la population puisse en bénéficier.
cette année, nous avons réalisé l'ensemble des projets qui sont inscrits dans le cadre et dans les délais. Avec leur financement, nous sommes à un taux de réalisation de 100%. Nous n'avons pas de retard. Il y a pas de contraintes qui pourraient bloquer un projet quelconque. Le département en charge de la culture est également présent. Les projets pilotés par ce département dans la province enregistrent un taux d'avancement de 80%, des projets culturels dans le tuyau, théâtre, conservatoire et centres culturels. Satisfait quant à l'avancement des chantiers dédiés à la préservation et la restauration d'un ensemble de sites historiques et patrimoniaux dans la province de l'Hoceïma. Le taux d'avancement des travaux est satisfaisant. L'année prochaine insufflera une forte dynamique culturelle à la province. Globalement, la réunion ministérielle dans ce tour de table affiche une satisfaction quant à l'avancement de l'ensemble des projets dédiés à la province d'Al-Hoceïma. Les tendances démographiques contrastées entre le Nord et le Sud ont été décryptées lors d'un panel tenu dans le cadre de la 7e édition de la conférence internationale Atlantique Dialogue organisée jusqu'à demain à Marrakech par le think tank Policy Center for the New South sous le thème Dynamique Atlantique, surmonter les points de rupture. Un constat ressort de l'un des panels de cette rencontre. D'un côté, le vieillissement avéré de la population des pays du Nord et de l'autre, l'explosion démographique que connaît le continent africain, dont la population va doubler d'ici 2050 pour atteindre les 2 milliards d'habitants. D'où cette interrogation, d'ailleurs, au cœur des débats. La croissance démographique spectaculaire en Afrique représente-t-elle une chance ou une menace? Problématique de l'immigration. Dans une Afrique qui est plus ou moins le berceau de l'humanité, donc une Afrique tolérante, où les gens ont toujours voyagé, voir que de l'autre côté, à cause de la crise, à cause des difficultés du vécu, du ressenti des gens, on pense que l'autre est l'ennemi, l'autre est le danger. Alors venez porter des paroles pour rassurer l'autre. Rassurer, c'est ce qu'ambitionne d'ailleurs cette conférence, de véhiculer sur diverses questions d'actualité brûlante. Atlantic Dialogue rassemble quelques 350 conférenciers en provenance de 90 pays. 3 jours durant, ce conclave offre l'occasion aux participants de jeter la lumière sur les grands enjeux géopolitiques et économiques du bassin atlantique. Alors je trouve que les thèmes sont très intéressants parce qu'ils sont de tous ordres. Ils parlent de sécurité militaire qui me concerne en premier chef, mais aussi de problèmes de démographie, de problèmes sociaux. Et je crois que ce sont et de multilatéralisme. Donc ce sont l'ensemble des problèmes qui inquiètent le monde. Et c'est intéressant aujourd'hui que dans un format transatlantique, mais aussi nord-sud, il soit traité. De grandes questions transversales sont également soulevées, telles la mobilisation des ressources face au changement climatique ou encore la perspective d'une nouvelle crise financière internationale. On va à présent à Katowice, en Pologne, où se tient la COP24. Une étude présentée aujourd'hui révèle que le Maroc figure parmi les 32 pays ayant réalisé des progrès significatifs en matière de lutte contre le réchauffement climatique. L'étude de Climate Action Tracker a été réalisée par l'Institut des analyses climatiques. Et puis, sur le volet des négociations de la COP24, les États participants à cette COP se donnent un peu plus de temps pour accorder leur violon et espérer sortir avec un pacte pour l'application de l'accord de Paris. La COP24 se prolonge donc jusqu'à demain et peut-être jusqu'à dimanche. Les négociations s'avèrent intenses et difficiles. On retrouve nos envoyés spéciaux à Katowice, Fouad El-Harash et Nissi El-Hamdaoui. La séance de clôture de la COP24 prévue aujourd'hui a été reportée à demain et peut-être même à après-demain dimanche. Un changement qui en dit long sur les divergences qui existent entre les différents États sur le document final de la COP. Les discussions se poursuivront donc tout au long de la journée. En attendant, chacun y va ici de son commentaire sur la portée de cette COP. Après l'accord de Paris, l'essentiel, c'est le passage à l'action. Et l'action, ça se négocie pas. C'est-à-dire, on a développé une démarche à partir de Paris qui est chaque pays annonce un certain nombre de choses et fait ce qu'il annonce. Mais d'une certaine façon, ça se négocie pas. Alors ce qui se négocie éventuellement, c'est le rehaussement des ambitions, la surveillance
l'observation de ce qui se fait vraiment et est-ce qu'on est dans la trajectoire qui est annoncée, etc. Le désaccord entre les différents États semble être d'ordre politique, mais une question est sur toutes les lèvres. La COP24 peut-elle encore réussir ? Certains participants préfèrent garder une posture optimiste pour plusieurs raisons. La problématique de l'adaptation au dérèglement climatique est une grande source d'inquiétude dans nos pays, ainsi que les facteurs du financement, du transfert de la technologie et de la consolidation des capacités, autant de paramètres en suspens. La dernière ligne droite est engagée dans un climat d'inquiétude et d'incertitude quant à la possibilité d'arriver à un consensus sur les règles d'application de l'accord de Paris. Visiblement, la COP24 traîne des pieds à l'heure de l'urgence climatique. Et puis ils ont traversé les océans pour plaider la cause climatique à la COP24. L'un vient des îles Maurice, l'autre une femme des îles Fidji. Leurs pays font partie de ces États insulaires qui payent le plus lourd tribut au changement climatique. Arrivés à Katowice en Pologne, ils explorent pour la toute première fois un climat autre que celui qu'ils ont l'habitude de connaître. Voyons cela dans ce reportage de nos envoyés spéciaux Fouad El-Harch et Nissil Hamdaoui. Il fait gris. La neige recouvre les surfaces et le froid glacial règne en maître à Katowice en Pologne. Quoi de mieux pour Suzanne des îles Fidji et Guncham des îles Maurice. Tous deux, participants à la COP24, découvrent pour la toute première fois de leur vie la féerie de l'hiver. C'est un grand jour pour eux, qui ne vivent qu'une ou deux saisons à cause des changements climatiques. Leur premier contact avec la neige ne les laisse pas indifférents. Pour nous, c'est comme si j'ai jamais vu la neige à l'île Maurice. Il y a beaucoup de chaleur. Là, en ce moment, il fait 30 degrés, 28 degrés, 30 degrés. Et il y a aussi beaucoup de changements climatiques qui arrivent. On reçoit beaucoup de la pluie. Et moi, je trouve ça, c'est vraiment intéressant ici, la neige, parce que nous, quand il y a beaucoup de la pluie, il y a une inondation. Voir tout ce tapis blanc, toute cette neige, c'est une grande expérience pour moi. Chaudement habillé ici. Car aux îles Fidji, une tenue légère suffit. Il fait chaud là-bas maintenant. Le phénomène des changements climatiques, Guncham, agriculteur, le ressent au quotidien. Son pays fait partie de ces États insulaires qui souffrent de plus en plus de sécheresse. L'eau et la pluie, il y a beaucoup, la sécheresse, mais il y a aussi un autre facteur qui vient maintenant, c'est avec la chaleur, la température qui hausse, il développe beaucoup de bactéries qui sont inconnues, il y a de virus qui sont inconnus. J'essaie de convaincre les autres aux Fidji de rejoindre les programmes d'extension de l'agriculture bio dans l'ensemble des îles, en vue de devenir le premier archipel en termes d'agriculture bio dans l'ensemble du Pacifique Sud. Face aux effets des changements climatiques, Suzanne, elle, résiste et essaie de s'adapter à tous les phénomènes naturels. Agricultrice, elle ne quittera pour rien au monde sa terre, sa source de vie et de revenus. De son dur labeur, elle récolte quelques fruits bio. La population des États insulaires ne semble pas être prête à baisser les bras devant la sécheresse, les inondations ou encore la montée des océans. Avec ses moyens limités, elle tente à faire face à tous ces phénomènes. Et depuis la COP24, elle lance un message fort à la communauté internationale pour un plus grand soutien financier afin de pouvoir survivre sur ces îles. On va en Cisjordanie à présent. Des dizaines de Palestiniens arrêtés par l'armée israélienne dans le cadre de la traque des auteurs d'une attaque ayant visé hier son armée, causant la mort de 2 soldats. Sur les dizaines de personnes interpellées, 37 sont des agents du Hamas. La Cisjordanie a été le théâtre hier d'une 3e attaque à l'arme à feu en 2 mois, durant laquelle un homme a tué 2 soldats et gravement blessé 2 autres personnes à un arrêt de bus.
Et puis en Suède, on apprend de sources onusiennes que l'accord conclu hier entre le gouvernement et les rebelles yéménites pour un cessez-le-feu à Hodeïda devrait se traduire par le déploiement de 30 observateurs de l'ONU dans cette ville de l'ouest du Yémen. À New York, le Conseil de sécurité a tenu dans la journée une réunion sur le Yémen pour entendre un compte-rendu des consultations tenues en Suède. Selon des diplomates, l'émissaire des Nations Unies au Yémen et le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les affaires humanitaires ont informé les 15 membres du Conseil des résultats des discussions tenues à Rimbo, près de Stockholm. Direction à présent les Émirats Arabes Unis, le 9e salon international de l'agroalimentaire du Moyen-Orient. SIAL se poursuit depuis lundi à Abu Dhabi avec la participation du Maroc. Le pavillon Maroc accueille 24 exposants de produits de terroir représentant environ 100 coopératives agricoles, des produits qui suscitent un engouement particulier auprès des visiteurs. La participation du Maroc à cette manifestation pour la 6e année consécutive est organisée par l'Agence pour le développement agricole. Saïd Rima, Zakaria Moukhenbil. Une forte affluence au pavillon marocain au Salon international de l'alimentation d'Abu Dhabi. Les visiteurs découvrent la diversité de la gastronomie marocaine à travers ses différentes saveurs et couleurs. Miel, dattes, huile d'argan, huile d'olive, safran ou encore des plantes aromatiques ou des épices. Plus de 130 produits de terroir, dont 14 produits labellisés. Les produits marocains rencontrent un véritable engouement. Nous avons beaucoup de visiteurs, tout se passe très bien. La région de l'Oriental est présente avec force au SIAL Abu Dhabi. L'objectif est de présenter nos produits de terroir qui sont connus aujourd'hui à l'échelle nationale et internationale. Ça permet à nos coopératives et nos groupements d'intérêt économique de contracter des partenariats avec des sociétés du Moyen-Orient et bien sûr de l'Asie. En amont de cet événement, les exposants ont bénéficié de l'encadrement marketing et commercial nécessaire par l'Agence pour le développement agricole. 250 rencontres sont planifiées en marge de ce salon avec des clients afin de renforcer davantage la présence des produits de terroir sur les marchés du Moyen-Orient. Nous avons pu établir des contacts pour écouler nos produits. Les visiteurs sont ravis de découvrir la richesse de la gastronomie marocaine. Nous représentons les localités de Casablanca, Stade, Chaouia et Doukala, avec un miel de qualité. L'événement est l'occasion de faire connaître les produits de terroir et le dynamisme de l'agriculture marocaine. Cette année, le Salon international de l'alimentation SIAL 2018 accueille 1000 exposants représentant 30 pays avec plus de 16 000 visiteurs. Direction Tunis à présent, le Marocain Abdeljelil Bouski remporte le premier prix de psalmodie du Saint-Coran attribué dans le cadre de la 16e édition du prix international de la Tunisie de mémorisation de déclamation et psalmodie tenu du 8 au 13 de ce mois dans la capitale tunisienne. Âgé de 20 ans et originaire de Marrakech, Abdeljelil Bouski était en lice pour ce prix aux côtés d'une trentaine de déclamateurs représentant le Maroc, l'Algérie, l'Arabie Saoudite, Bahreïn, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, l'Indonésie, l'Irak, la Jordanie, le Koweït, le Liban, la Libye, la Malaisie, la Mauritanie, la Palestine, le Qatar, la Russie, le Soudan, la Tunisie bien sûr et la Turquie. Page santé, là nous retournons au Maroc. Les cancers du sein et du col utérin constituent de véritables problèmes de santé publique. Ce sont les cancers les plus fréquents chez la femme, plus de 36% pour le sein et près de 13% pour le col de l'utérus. Et afin de réduire la morbidité et la mortalité dues à ces deux cancers, plusieurs campagnes de dépistage sont menées à travers le royaume. C'est le cas dans la province de Sidi Ben Nour. Reportage Ahmed Hamri et Sarah Kadir. C'est dans 5 centres hospitaliers à Sidi Ben Nour qu'est organisée une campagne de dépistage et de sensibilisation sur le cancer du sein et celui du col de l'utérus. Les bénéficiaires, toutes issus de Sidi Ben Nour et des environs, sont âgés entre 30 et 50 ans. Comme objectif durant cette semaine, entre les 12 et les 16, c'est de réaliser 2000 consultations pour le dépistage cancer du sein et 1500 pour le dépistage cancer du col, avec la réalisation de la mammographie pour environ 80 femmes et l'échographie aussi pour 100 femmes, mais aussi la sensibilisation de plus de 3000 femmes. L'idée de cette campagne est aussi de généraliser la formation pour tout le personnel des centres de santé de Sidi Ben Nour.
Pourquoi le cancer du col? Parce que nous sommes amenés à faire des dépistages pour les femmes entre l'âge de 30 à 50 ans. C'est pour la première fois qu'une formation se fait au niveau de Sidi Ben Nour. Nous avons 2 buts à réaliser. Déjà, la formation du personnel dans cette nouvelle stratégie de prise en charge du cancer du col. Et la deuxième, c'est dépister éventuellement des femmes susceptibles d'avoir un cancer du sein et du col en même temps. Au Maroc, les cancers du sein et du col utérin constituent un véritable problème de santé. Ils sont les plus fréquents car ils représentent environ 5 cancers sur 10 chez la femme. Ils sont diagnostiqués à des stades très tardifs, ce qui retarde leur prise en charge thérapeutique et rend difficile leur guérison. Une page cinéma à présent, il a pour vocation de mettre en lumière le travail de très jeunes réalisateurs issus de plusieurs écoles de cinéma. Placé sous le patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Festival international du film de l'étudiant s'est tenu à Casablanca sous le thème Cinéma, technologie et tolérance. Ben Saddaq Achour et Dominique Orlando. Contrairement au film de Rachid Zaki projeté en ouverture de ce festival et qui s'interroge sur l'absence possible d'inspiration d'un très brillant scénariste pris par le temps, les jeunes étudiants qui concourent cette année à Casablanca en ont plutôt à revendre des idées de scénario. Mon film s'intitule Mundos. C'est un court-métrage de science-fiction qui nous plonge dans une famille où la mère doit subir la disparition de son fils suite à celle de son mari qui, lui, a pris la décision de mourir volontairement. Vu ainsi, c'est effectivement triste. Ça l'est peut-être un peu moins si l'on traite le sujet du point de vue de la science-fiction. À ses côtés, dans cette compétition internationale, 13 autres jeunes étudiants qui n'ont eu pour seule et unique directive l'orientation suivante. Cette année, on a pris le thème de la tolérance et comment on traite, c'est-à-dire la façon de traiter le sujet. Et on découvre effectivement que du point de vue technique, ça marche très très bien, maintenant on n'a plus de problème, mais il y a des jeunes, effectivement, qui prennent le sujet à bras-de-corps. On a pris quand même 14 films et je pense que le jury va avoir des difficultés pour choisir 3 pour les primer. Ce qui confère un plus à cette réunion de tous les cinémas de demain, c'est que tous ici peuvent bénéficier du parcours réussi de certains aînés déjà illustres. Pour moi, autant qu'acteur, j'ai passé beaucoup de casting, j'ai accepté des petits rôles, j'ai galéré pour y arriver. Donc, il faut bouger. Je crois qu'il faut bouger. Il faut bouger, il faut chercher. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure à beaucoup des étudiants. Là, il faut pas attendre. Maintenant, tout le monde cherche la facilité. Et c'est non. S'il y a un message à passer pour le jeune marocain, c'est il faut travailler. Une vérité cardinale qui s'applique évidemment à tous les domaines et sur grand écran, elle en devient ou pas le reflet du respect que l'on doit au public. Voilà un sujet réalisé par Ben Msaoud Achour et Dominique Orlando. Et c'est avec cette page consacrée au cinéma que nous refermons l'édition. Merci de nous avoir suivis. L'info revient sur Lula à 20h30. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Iman Ablou. Excellent week-end. À bientôt.